La liberté a un prix. Pour un tout autre regard sur le monde. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. On en est déjà au numéro 471. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors au programme de cette semaine, on va commencer avec une météo de l'info qui est pluvieuse. Et oui, c'est un peu le rythme des saisons, mais ça vous allez nous l'expliquer Jean-Yves dans quelques instants. On enchaînera avec l'image de la semaine. Vous pouvez la voir dès à présent. C'est Darmanin qui est très triste parce que figurez-vous qu'il a peut-être reçu le plus gros camouflet de toute sa carrière. On continuera toujours avec Darmanin, mais sur un autre sujet. Ce sont les dissolutions de Gérald Darmanin qui s'attaquent cette fois-ci à Academia Christiana ainsi que deux autres associations. Et puis, on enchaînera avec les pastilles de l'information, sans oublier bien sûr le portrait piquant de cette semaine qui sera consacré à Laurent Saïm, portrait piquant qui est réalisé en partenariat, vous le savez, avec Logim et qui est présenté par Claude Cholet. Allez, on y va dans quelques instants, mais d'abord n'oubliez pas le pouce en l'air, naturellement. Laissez-nous des commentaires, on les lit, certains nous font bien rire. Et puis, bien sûr, vous pouvez partager cette émission, ça c'est vraiment le top du top. Et vérifiez que vous êtes encore abonné à la chaîne TVL, parce que parfois YouTube vous désabonne, c'est sa décision, c'est l'algorithme de YouTube, c'est incompressible, mais c'est un géant qu'il ne faut pas contrarier. Alors, on y va. La météo de l'info est pluvieuse. Crue, pluie, inondation. C'est vigilance orange dans le sud-ouest et alerte rouge dans les médias. Nos médias sont sur la ligne du maréchal de MacMahon. En 1875, déclarant lors des inondations de Toulouse « Que d'eau, que d'eau ». Ce à quoi le préfet lui a répondu « Et encore, monsieur le président, vous ne voyez que le dessus ». Eh oui, il y a toujours eu des inondations. Et si elles sont plus graves aujourd'hui, ce n'est pas à cause du changement climatique, terrible changement climatique, mais en raison de l'artificialisation des sols et des constructions en zones inondables. Gérald Darmanin est triste, Gérald Darmanin est déçu. On peut le voir sur cette image, Jean-Yves. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est exprimé ensuite sur la motion de rejet de cette loi immigration qui ne sera donc pas débattue à l'Assemblée nationale. Et il a dit cette phrase très intéressante. La majorité des députés ne représente pas la majorité des Français. Ça, c'est une phrase qui nous interpelle particulièrement, Jean-Yves, qui est retrouvée par Google dans un titre du Parisien, Loi immigration, les groupes de la majorité à l'Assemblée nationale, donc, et ce qui évoque la motion de rejet. Ce qui est amusant, c'est que, Jean-Yves, vous m'aviez fait suivre un tweet. C'est un tweet de Philippe Fabry qui reprend donc cette petite phrase, hein, la majorité des députés ne représente pas la majorité de l'opinion. C'est ce qu'il a déclaré aux 20h de TF1 le lundi soir, donc le soir même, suivant ce camouflet. Et il l'a martelé avec... il a déploré, lui, un rejet du débat et a annoncé que le texte allait continuer son chemin institutionnel. Mais voilà, le commentaire de Philippe Fabry, c'est pourquoi s'encombrer effectivement d'un Parlement démocratique élu quand on est en connexion directe et mystique avec l'opinion publique. L'opinion publique qui, Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire là-dessus, qui est majoritairement contre l'immigration. En fait, Darmanin joue de l'ambiguïté. Quand il dit que l'opinion publique est derrière sa loi, c'est évidemment une darmarinade de plus. De plus, ouais. Ce qui est vrai, c'est que l'opinion publique est majoritairement
contre l'immigration, à peu près à 70 à 80%, contre la poursuite, contre l'augmentation de l'immigration. Et Darmanin a fait une campagne avec quand même malgré tout le soutien des médias de grand chemin parce qu'il n'est rarement contesté quand il parle. Il affirme que sa loi limite l'immigration. Alors on va le dire en 2 chiffres. Il prétend qu'elle permettrait d'expulser 4000 étrangers délinquants par an de plus, sauf que des délinquants étrangers, il y en a 120 000 par an, donc 4 000 sur 120 000, c'est pas grand-chose. Ça pèse pas très lourd sur la balance. Et surtout que dans sa loi, il y a, selon une vieille recette de charcuterie ancienne, c'est le cheval et l'alouette. Dans ce qu'on appelait le pâté d'alouette, on mettait surtout du cheval. Un cheval, une alouette. Et donc, dans sa loi, il y a une alouette de fermeté et un cheval de laxisme, notamment par le projet de régularisation des clandestins dans les médias dits en tension, parce que quand un clandestin est régularisé, qu'est-ce qu'il fait après ? Eh bien, il fait venir sa famille et on a une nouvelle vague d'immigration. Mais ça, les médias le disent assez peu parce qu'ils se laissent en quelque sorte embobiner par le discours du ministre de l'Intérieur et ses darmarinades. Absolument, de l'intérêt d'être sur TVL naturellement. Alors cette petite phrase un peu anti-républicaine de la majorité des députés qui ne représentent pas la majorité de l'opinion, eh bien figurez-vous que dans le direct live du Parisien, elle a disparu. On a l'indication de l'horaire, c'était ça faisait partie du live à 20h10. Quand on regarde le live maintenant sur le Parisien, on a l'horaire de 20h05 avec un petit commentaire du Parisien. On a l'horaire de 20h12 avec un petit commentaire du Parisien. 20h10 a tout bonnement disparu. Ils ont sans doute décidé que ce n'était pas une phrase qui mettait particulièrement en valeur ce ministre, ce cher Gérald Darmanin. Jean-Yves, j'ai un dernier petit commentaire à vous faire. Dans le live, on a Darmanin qui évoque donc sa démission par Macron et qui déclare aux 20h de TF1 « Je suis un homme d'honneur, je suis allé présenter ma démission ». Emmanuel Macron l'a refusé, on connaît tous la suite. Cette petite phrase « Je suis un homme d'honneur », vous avez sans doute un commentaire à faire. Il a beaucoup varié dans ses déclarations et il ment comme il respire. Mais encore une fois, il peut se permettre ce genre d'affirmation parce que quand il est chez TF1, il déroule, au fond, il est chez lui. Les médias qui sont au boulot, qui est extrêmement agressif s'il interroge Éric Zemmour ou Marine Le Pen, et au contraire très, très coulant quand il interroge les officiels de l'extrême centre. Voilà. Moi, il me semblait que l'honneur, en tout cas, c'était pas très lié au mensonge, mais je vous propose, Jean-Yves, de conclure cette petite information par un tweet de Véronique Jacquier, qui est la journaliste politique de CNews, qui officie dans l'heure des pros et qui est également chroniqueuse sur Enquête d'Esprit et RMC et Sud Radio. Elle a dit 2 constats ce soir après le rejet du projet de loi immigration, rupture consommée des LR avec les macronistes, victoire pour le RN qui s'impose comme une force parlementaire, sale temps pour Elisabeth Borne, douche froide pour Darmanin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat journalistique ? Oui, globalement. Alors LR, il faut voir quelle va être, la suite. Est-ce que la loi va finalement va revenir certainement à l'Assemblée nationale après la décision de la commission mixte paritaire. Si la commission mixte paritaire se met d'accord, est-ce qu'elle sera votée après ? C'est pas encore tout à fait fait. Qu'est-ce que va faire LR ? Au Sénat, ils ont eu tendance à dire l'alouette est formidable. Voilà, oui. Voilà, c'est ça la question. Eh bien écoutez, on verra, affaire à suivre. Maintenant, place au dossier du jour.
Comme j'aime bien les transitions, je vous propose pour rentrer dans ce dossier du jour un tweet d'Academia Christiana, qui est donc l'association qui va nous intéresser dans ce dossier. Le lendemain du jour où Gérald Darmanin annonce la dissolution d'Academia Christiana, il subit la plus grosse gifle de sa carrière. Justice immanente, on ne s'attaque pas impunément à la flamme de la jeunesse. Demain ne se fera pas sans nous. Ça nous permet donc de parler d'Academia et aussi de ce camouflet de Gérald Darmanin qu'on évoquait précédemment. On commence donc avec cette annonce de dissolution du mouvement d'Academia Christiana. C'est Darmanin qui l'a annoncé le dimanche 10 décembre. Voilà, une dissolution à venir qui sera présentée au Conseil des ministres. Et il a déclaré que Academia Christiana était un groupe connu pour ses appels à la haine et à la discrimination. C'est du moins ce qu'a précisé l'entourage du ministre à l'AFP. Et donc, ce qui explique que ceci ait été repris ensuite dans les autres médias. Academia nous dit Le Point qui se présente comme un institut de formation spirituelle, mais aussi physique. Oh là là. Oula. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette affaire, c'est que Academia Christiana, qui est une association assez puissante, assez importante, qui réunit des centaines de personnes dans ses universités d'été, qui fait des colloques, qui fait des formations, les médias n'en ont pratiquement jamais parlé. Parce que, au fond, on ne parle pas de ce qui ne va pas dans le sens politiquement correct. C'est une association, on va dire, catholique de tradition, catholique identitaire, donc ça ne plaît pas beaucoup aux médias, donc ils n'en parlent pas. Et là, d'un seul coup, ils se mettent à en parler quand le ministre de l'Intérieur, le ministre de la police de la pensée, décide de les dissoudre. Et alors là, on en parle, dans un premier temps en tout cas, sous l'angle que nous dit le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire on donne la parole à l'accusation et très peu à la défense, en tout cas dans les médias de grand chemin, comme Le Point ou Libération, la parole est à l'accusation. Mais ce qui est surprenant dans cette affaire, et vous allez nous en parler, c'est que malgré tout, Academia Christiana accède à un certain nombre de médias alternatifs ou de médias de transition. Et par conséquent, ils peuvent aussi faire valoir leur défense, ce qui est un phénomène relativement nouveau. Mais pas que d'ailleurs, il y a un article du Huffington Post qui avait présenté un titre dans un premier temps qui était très affirmatif quant à la dissolution. Puis le titre a légèrement évolué vers un point d'interrogation, ce qui était en effet plus prudent. D'ailleurs, le Huffington Post note sans doute une grande confusion puisqu'ils évoquent le fait que Gérald Darmanin s'est peut-être trompé entre Academia Christiana et Civitas, qui est une association, on en avait parlé sur les médias, qui a été dissoute déjà par Gérald Darmanin en octobre dernier. Le Huffington Post continue son déroulement dans son article et dit ceci. Alors, cité par l'AFP, une source proche du dossier explique que le groupe légitime de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes. Ils disent qu'ils utilisent un vocabulaire guerrier et incitent de manière explicite ces militants à s'armer et à partir en croisade. Il continue de la façon suivante. Il est effectivement exact que l'association ne fait pas que du sport ou du catéchisme. Academia a fait la promotion de livres. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est très inquiétant. Le sport, très inquiétant. Oui, mais alors les livres, alors que Darmanin lui-même n'a pas fini de colorier les livres qui sont dans sa bibliothèque. Non, c'est pas possible. Et bien justement, Jean-Yves, je vous propose qu'on écoute Gérald Darmanin qui était face à Sonia Mabrouk et qui parle justement d'Academia Christiana dans ces termes qui seront un peu étonnants. Vous allez le voir. Vous avez annoncé hier, Gérald Darmanin, la dissolution du mouvement Academia Christiana, présenté comme un mouvement catholique traditionnaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quelles menaces il représente? Est-ce qu'ils avaient un projet de violence qui était prévu? Alors vous l'avez vu cet été, ils ont notamment fait l'apologie de l'antisémitisme, puisque là vos émissions de télévision en ont beaucoup parlé, avec des personnes qui considéraient que les juifs n'étaient pas évidemment des hommes comme les autres. Un très grand soutien à la collaboration au maréchal Pétain. Voilà, donc c'est pas une association qui correspond, nous semble-t-il, aux valeurs de la République. On va la dissoudre au Conseil des ministres. Là, Darmanin
se plante, si je puis me permettre, il se plante d'association, puisqu'effectivement, il a dissous Civitas, parce que à Civitas, il y avait eu des propos tenus lors de l'université d'été qui étaient interprétés comme des propos antisémites. Mais ce n'est absolument pas le cas de ce qui est reproché à Academia Christiana, et il n'y a en tout cas pas eu le moindre propos antisémite à leur université d'été, ni ailleurs, dans d'autres circonstances. Ceci étant, qu'est-ce qui se passe ? Sonia Mabrouk, qui est pourtant une bonne journaliste et une journaliste avisée, au cas particulier, elle ne connaît pas particulièrement, je pense, Academia Christiana, et elle se laisse embarquer en quelque sorte par une darmarinade de plus. Ceci étant, qui s'est un peu retourné contre Darmanin, car Academia Christiana a fait valoir assez vite qu'il y avait confusion, et un certain nombre de médias l'ont repris, ce qui est intéressant à noter. Exactement, on peut noter le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui pose la question: Darmanin peut-il nous rappeler le nombre d'innocentes victimes causées par Academia Christiana? S'il mettait autant de vigueur à dissoudre, interdire de territoire et expulser les organisations islamistes du sol français, nous n'en serions pas là. Gouvernement de pleutre, conclut-il. Je vous propose d'écouter maintenant, si vous le voulez, une interview téléphonique de Victor Aubert. C'est le président d'Academia Christiana. On écoute ce qu'il a à dire. Alors, j'ai reçu une lettre qui a été amenée à mon domicile par plusieurs gendarmes le lundi 4 décembre, devant les yeux un peu ébahis de mes enfants. Je l'ai lu en étant de plus en plus interloqué parce que j'y trouvais, parce que c'était des éléments vraiment absolument stratosphériques. Le premier réflexe a été d'envoyer ce courrier à notre avocat, et puis ensuite, normalement, il y a une période pendant laquelle on a 10 jours pour répondre. Et ce qui m'a donc encore plus surpris, c'est que donc le ministre communique sur l'intention de dissoudre l'Academia Christiana. Donc, il enfreint en fait la procédure puisqu'il ne tient pas compte du contradictoire. Parce que quoi qu'on puisse répondre finalement à ce courrier, la décision est déjà prise de demander la dissolution de notre association. Il dit que notre association aurait tenu des propos antisémites, fait l'apologie du régime de Vichy, ce qui est absolument faux. Nous avons porté plainte devant la Cour de justice pour diffamation. Et puis ensuite, les éléments du dossier aussi sont absolument pas sourcés, totalement. C'est vraiment un délit d'opinion en réalité, parce que notre association n'a jamais été condamnée, personne au sein de notre association n'a subi aucune condamnation. On nous reproche de faire un appel à la violence sous prétexte que dans une vidéo, on dit qu'on veut former une armée de bâtisseurs. Tout est absolument lunaire, absurde. Parce que qu'est-ce que c'est qu'Academia Christiana au fond? C'est l'institution qui organise des conférences, des universités, des bals traditionnels, et qui invite des jeunes non pas à la violence, mais bien au contraire, à s'engager de manière intelligente au service du bien commun. On ne comprend pas vraiment en fait pourquoi Academia Christiana est prise pour cible. On est une association avant tout catholique. C'est quand même assez inquiétant pour les libertés en France, au-delà du cas d'Academia Christiana. Il est peut-être encore temps justement pour le gouvernement et le ministère de l'Intérieur de se rendre compte effectivement de leur erreur en voulant s'attaquer à Academia Christiana. Parce que je pense vraiment que si on commence à rentrer dans ce type de procédure au nom, de lutter contre le séparatisme ou de lutter contre je ne sais quel moulin, en fait, petit à petit, ça va être d'autres choses qui seront touchées par ricochet. Pourquoi pas demain s'en prendre à des associations qui organisent des pèlerinages, à des congrégations religieuses, parce que finalement, ce que nos proches est tenir le discours de l'Église. C'est assez fou ce qui est en train de se passer en ce moment en France. Vous avez porté plainte pour diffamation, vous l'avez dit tout à l'heure. Quelles sont les suites pour Academia Christiana? Demain, vous aurez des nouvelles du gouvernement? Alors, on va voir si ce sera annoncé en Conseil des ministres aujourd'hui. On a demandé aussi à être reçus pour pouvoir présenter de vive voix nos arguments de défense. On va, quoi qu'il arrive, mener la bataille juridique, mais il y a aussi une bataille médiatique à mener parce qu'il y a des mensonges. Et en fait, vous imaginez bien que lorsque le ministre de l'Intérieur s'adresse à une heure de grosse audience sur un plateau de télévision en propageant des choses fausses, c'est pas nous, avec nos petits bras d'association, qui allons réussir finalement à rétablir la vérité tout seul. Donc, on a besoin de relais médiatiques, et d'ailleurs c'est ce que vous faites, et je vous remercie beaucoup.
pour clamer la vérité et dénoncer ces mensonges. Donc il y a à la fois une bataille juridique, à la fois une bataille médiatique, et puis en tant que chrétien, il y a aussi une bataille spirituelle par la prière. Voilà, alors je crois que Victor Aubert a tout à fait raison de souligner qu'après eux, il y en aura d'autres, parce qu'il y a une mécanique totalitaire qui s'est mise en place. Il faut savoir que Macron a plus dissous d'associations que tous les autres présidents de la République, de la Ve République avant lui. Il y a eu 33 dissolutions quand même sous Emmanuel Macron. 33 dissolutions sous Macron et plus de la moitié visant des associations dites d'ultra-droite, plus que des associations islamistes. Alors je rappelle quand même l'islam depuis 2015, les islamistes depuis 2015, c'est 275 morts et des attaques au couteau pratiquement quotidiennes. Du côté de l'ultra-droite, on ne voit pas bien ce qu'il y a d'équivalent, mais ça ne fait rien. Ce qu'on dissout, c'est ça. Et c'est quand même extrêmement préoccupant. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. On dissout d'ailleurs au nom de l'ordre public immatériel, selon une formule du préfet de police pour interdire certaines manifestations. Qu'est-ce que l'ordre public immatériel ? C'est la doxa gouvernementale. C'est un petit peu une dérive nord-coréenne. Pierre Gentillet, qui est l'avocat d'Academia Christiana, s'est exprimé dans le Morandini Live sur CNews sur Academia Christiana. Il a dit mais que les gens aillent voir ce que c'est qu'Academia Christiana. C'est une association catholique conservatrice, mais ce n'est pas un crime, clame-t-il. On a également sur Sud Radio Benjamin Morel, qui est maître de conférence en droit public à Paris 2, qui a déclaré qu'il y avait des dérives de l'utilisation des dissolutions. Beaucoup de médias ont repris cette information de la dissolution d'Academia plutôt en allant dans le sens d'Academia, c'est-à-dire vers l'incompréhension et puis la dénonciation de cette darmarinade de plus. On a également, Jean-Yves, des médias étrangers qui se sont emparés de cette affaire. On a La Verita, par exemple, qui dit que les étrangers tuent et que Paris dissout des mouvements catholiques. Gérald Darmanin propose d'interdire le groupe Academia Christiana, mais on soupçonne quand même qu'il le confond avec un autre groupe. On passe pour des intelligents encore, même à l'étranger. Absolument. Alors, ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'en Italie, il y a deux quotidiens qu'on trouve absolument partout en Italie, qui sont sur une ligne un petit peu dissidente par rapport à la doxa, dont La Verita. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des pays où il y a un peu plus de pluralisme dans la presse qu'en France. Ceci étant, encore une fois, c'est vrai qu'au cas particulier, Academia Christiana a pu faire entendre quand même, faire valoir sa défense, sur Sud Radio, sur CNews, chez Morandini. C'est peu de choses, évidemment, par rapport à TF1. L'attaque est portée sur TF1, la défense est portée sur des médias alternatifs ou des médias de transition. Mais néanmoins, c'est important d'entendre cette petite musique parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent plus être égorgés en silence. Jean-Yves, je vous propose presque pour clore le sujet à Academia, cette petite image réalisée par IA de Jésus qui est entouré par 2 policiers qui est amené au poste de police avec le commentaire suivant: si Jésus vivait en 2023, il serait fiché S, ce qui est fort probable en effet. On continue parce que Academia Christiana n'est pas la seule association qui a été ciblée cette fois-ci par Gérald Darmanin, bien que ce soit elle qui ait fait grand bruit dans la presse. Il y a également l'association, nous dit 20 minutes, d'ultra-droite, La Citadelle, qui serait... ultra, méga, giga, droite, aïe. On est sur 20 minutes, Jean-Yves, il faut simplifier, c'est la presse des transports en commun. Et je vous propose d'écouter Aurélien Véracel, justement, le président de cette association de La Citadelle, qui s'exprime. Je sors à l'instant du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, 2 heures d'entretien concernant la tentative de dissolution de La Citadelle. Clairement, ils sont pas sereins. La directrice des libertés publiques a refusé qu'on enregistre l'entretien. C'est très bien qu'au pénal, on peut apporter la preuve par tout moyen. On sait très bien que ça ne tient pas juridiquement. Factuellement,
il n'y a pas grand-chose. On ne reproche rien à la Citadelle, en fin de compte. On me reproche à moi, en tant que président de la Citadelle, des choses que j'aurais dit, ou surtout que eux, on m'a compris, parce qu'il y a ce que j'ai dit, ce qui est écrit, et ce que eux veulent comprendre. Ce sont des choses bien différentes, je leur ai expliqué point par point, et comme vous pouvez vous en douter, on est clairement dans le cadre d'un jugement politique, juridiquement, ça ne tient pas, ils le savent, ils vont retravailler un peu le dossier, ce n'est pas fini, je vous tiens au courant de la suite d'événements. Il faut remettre dans le contexte, Aurélien Vérassel avait été reçu au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Police de la Pensée, par Madame Pascale Léglise, qui est une ancienne conseillère de tribunal administratif et qui porte le titre tout à fait extraordinaire nord-coréen de directrice de liberté publique. C'est ça, oui. Et qui est surnommée élégamment par ses collaborateurs Desktop, nous annonce le portrait du point. C'est le portrait du point. C'est le débouchiotte voilà. pour les gens qui se C'est le portrait du point. Moi, personnellement, je préfère l'appeler Lady Orwell. C'est un peu plus élégant. C'est plus élégant parce que c'est elle qui dissout. En fait, elle est chargée des basses œuvres du gouvernement, de M. Darmanin. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'elle a refusé que l'entretien qu'elle a eu, qui est un entretien public, avec M. Vérassel, elle a refusé qu'il soit filmé. Or, je pense que c'est dommage parce que on est en droit de savoir quelles sont les discussions entre un représentant de la police de la pensée, une association menacée de dissolution. Oui, voilà. Mais vous savez, l'heure n'est pas à la transparence, Jean-Yves. Alors, c'est d'ailleurs, madame, si on veut continuer dans l'humour, c'est madame Léglise qui est aussi chargée de dissoudre l'association Academia Christiana. Absolument. On ne manque pas d'un certain humour. C'est certain. Dans le portrait du point, on dit même que c'est le glaive du ministère de l'Intérieur. Ah, ça veut tout dire. Elle tranche des têtes, cette madame Pascale Léglise. Le glaive, directrice des libertés publiques. Eh oui. Fabuleux, n'est-ce pas? C'est donc le glaive qui est au-dessus de nos têtes. Fabuleux. Eh bien, écoutez, place maintenant aux pastilles de l'information. Revenons quelques instants sur l'affaire Crépol, l'affaire Thomas. Dans l'Express, il y a eu un article qui s'intitule de la façon suivante, et vous allez voir, c'est très intéressant. Mort de Thomas au lycée de Romans-sur-Isère, l'affrontement de deux jeunesses. Jean-Yves, on nous a vendu partout dans la presse que ce n'était pas l'affrontement de deux France, que ce n'était pas deux France face à face, mais là, dans le lycée où Thomas, d'ailleurs, était scolarisé et où une partie des suspects impliqués dans son meurtre sont scolarisés également, eh bien, on parle de deux jeunesses qui se font face. C'est un article de Marie-Lou Magal, Jean-Yves, et tenez-vous bien, je vous cite la meilleure partie de l'article, outre le fait qu'on nous indique que l'ambiance n'est pas tout à fait au beau fixe dans ce lycée, qu'on s'invective dans les couloirs, qu'on se toise, qu'il y a des élèves qui fondent dans l'arme dans les classes et que les professeurs sont évidemment très démunis face à la situation. La meilleure phrase, tenez-vous bien, c'est que quand on parle du quartier de la Monnaie, eh bien, on dit que les points de deal et la violence ont gangréné ce quartier populaire, allant jusqu'à pousser certains à s'armer de couteaux pour sortir faire la fête. Ça, c'est fabuleux. Alors, la justification par l'Express. La justification par l'Express. Alors, le mot quartier populaire, pas un quartier populaire, c'est un quartier de l'immigration. Et alors, on nous explique qu'il y a des dealers. Donc, comme il y a des dealers, il y a des gens qui ont des couteaux. Et ils se croient obligés de prendre des couteaux, si j'ai bien compris, pour aller à un bal de campagne à 15 km. C'est vraiment la justification. Mais ça, c'est dans la suite de l'inversion accusatoire qui a commencé par le Patrick Cohen, et tous les médias expliquent finalement il y a des torts des deux couteaux, des deux côtés, pardon, mais quel lapsus, parce que les couteaux, il n'y en avait que d'un côté, c'est bien ça le problème. Certain. Alors c'est intéressant de faire un petit commentaire sur cette journaliste, qui Marie-Lou Magal, qui se reconnaît tout à fait de gauche, qui est son droit.
1903. Elle était d'abord au Point, puis du Point, elle est passée au Figaro. Et au Figaro, je crois qu'elle ne s'est pas sentie très à l'aise. Et elle est donc repartie Direction à l'Express, où là, elle sort un petit peu sa thématique politiquement correcte. Elle est tout à fait dans la doxa. Alors, pour être tout à fait complet, elle a été remplacée au Figaro par un journaliste qui vient du Nouvel Observateur. C'est le grand Méli-Mélo, Pascal Laubaché, mais qui est plutôt un journaliste relativement raisonnable dans ses analyses. Voilà. Donc, si vous voulez, même s'il vient du Nouvel Observateur, il a une certaine distance par rapport à un militantisme de gauche. Ce que manifestement n'a pas cette jeune journaliste, cette jeune femme. Thomas, toujours, des manifestations sont organisées dans toute la France par un grand mouvement qui prend un peu d'ampleur. Certaines de ces manifestations sont même interdites. J'ai interrogé au téléphone pour vous Jean-Eudes Gana, qui est l'instigateur de ces manifestations partout en France. Il vous explique tout. Dans chaque ville de France, on essaye de demander à des gens d'organiser une manifestation. Plus de 25 villes, je crois, ont répondu présent. Elles déposent des manifestations pour demander plus de justice et de sécurité pour les Français, stop au massacre des Français, avec 4 revendications principales. Expulsion des OQTF, arrêt de l'immigration, démission de Gérald Darmanin et justice très ferme et reconnaissance du racisme anti-blanc dans le drame de Crépol. Et hélas, le plus souvent, les préfectures interdisent des manifestations. Il y a eu des référés qui ont fonctionné, ce qui fait qu'on a assisté à des manifestations tout à fait pacifiques, où les jeunes occupaient l'espace public de leur pays, enfin des jeunes et moins jeunes, buvaient du vin chaud, chantaient la Marseillaise. Bref, ça change un petit peu des rassemblements antifa ou des manifs pour les sans-papiers. On dit que parfois ces manifestations causent des troubles à l'ordre public, d'où d'ailleurs certaines manifestations qui ont été interdites. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? C'est évidemment une excuse de nos adversaires, d'abord des préfets qui en réalité obéissent à une circulaire Darmanin qui a déjà été utilisée contre le colloque en hommage à Dominique Venner et contre d'autres manifestations patriotiques. Si jamais ça devait causer des troubles à l'ordre public, ce serait le fait de militants d'extrême gauche qui, n'ayant aucune vergogne, trouvent le moyen d'appeler à manifester contre nous, alors qu'ils devraient aller se cacher en raison de leur responsabilité dans les drames liés à l'immigration. Oui, alors, témoignage tout à fait intéressant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ces interdictions, c'est qu'elles ne sont plus dues au risque de troubles physiques à l'ordre public, mais de troubles à l'ordre public immatériel, c'est-à-dire que quand elles sont interdites, c'est parce qu'on soupçonne les organisateurs de pouvoir tenir des propos contraires à la doxa de l'extrême centre, c'est-à-dire, par exemple, c'est ce qu'on trouve dans la circulaire Darmanin, vous dites qu'il y a un lien entre immigration et terrorisme, ou immigration et délinquance, ou immigration et islamisation. Ça, c'est pas bien, c'est un appel à la haine, donc c'est contraire à la doxa, à l'ordre public immatériel. De même, si vous prenez la remigration, y compris les clandestins ou les délinquants, c'est contraire à l'ordre public immatériel. Ce sont des interdictions idéologiques, il faut bien comprendre cela. Il y a d'ailleurs des peines qui sont données aujourd'hui. J'ai vu passer une information d'un jeune homme qui a collé des affiches contre l'immigration et qui s'est vu infliger 3 mois de prison avec sursis. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des condamnations à peu près équivalentes pour des gens qui ont collé des affiches protégeons nos familles de l'immigration. Ce sont des condamnations à peu près équivalentes à ceux qui ont aidé, alors c'est vrai que c'est les mineurs, ceux qui ont aidé le tueur de Samuel Paty, quoi. Voilà. Il faut bien comprendre. Oui, quand on met sur la même ligne, tout de suite, les choses sont... sur la même ligne que la répression n'est pas tout à fait équivalente. Les juges et le gouvernement et les procureurs ont leurs priorités. Intéressons-nous maintenant à CNews. CNews qui a réalisé une semaine historique. Pour la première fois, la chaîne CNews est la première chaîne d'info en France sur une semaine complète. CNews, donc première chaîne d'info
évidemment devant BFM TV. Naturellement, Jean-Yves, pour la 5e journée consécutive, nous dit Pure Média le 9 décembre. Il publie les chiffres suivants. Lundi, CNews a débuté la danse en enregistrant une part d'audience de 3,2%. Alors évidemment, ça paraît assez peu, mais ce sont des chiffres faramineux. Le Figaro Économie nous dit que ça a été la première chaîne d'info de France durant une semaine entière et que c'est pour la première fois depuis sa création en 2017 que ça devient le leader devant BFM TV. Les médias ont beaucoup insisté sur le fait que CNews était devant BFM. Il y a une vraie guéguerre entre ces deux chaînes. Il y a une vraie guerre, il y a une différence de ligne, puisque CNews est sur une ligne, on va dire, dissidente par rapport à la doxa, globalement. Pas toujours, mais enfin, relativement dissidente par rapport à la doxa. Et que BFM TV, c'est tout ce qu'il y a de plus extrême centriste, extrémiste centriste, avec Ruquier, qui n'a absolument pas réussi. Et puis, il y a derrière les difficultés du groupe Drahi, qui est extraordinairement endetté, je crois, à hauteur de 70 milliards, et qui va peut-être devoir se séparer de BFM TV. Alors, qui va racheter ça? Je pense que la Macronie doit regarder ça de près. Après, Jean-Yves, je ne dirais pas que c'est un échec. C'est juste nous n'avons pas réussi. C'est une phrase d'Emmanuel Macron sur son application Tous Anti-Covid. Mais j'aime bien la ressortir de temps en temps. Et on finit ces pastilles de l'information avec un fait divers, mais un fait divers qui n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'on vous en parle dans les médias. Le Parisien mentionne un violent face-à-face qui a provoqué la mort d'un couple de sexagénaires. C'était sur la RD 721 dans l'Essonne. Et oui, ce face-à-face, il a eu lieu entre des sexagénaires, mais qui conduisait en face? Eh bien, c'est un adolescent de 15 ans qui n'avait donc évidemment pas le permis et qui était seul au volant. Ça n'a pas soulevé la France entière cette fois-ci qu'un jeune de 15 ans conduise une voiture. Non, non. Et là, voilà, ce sont... Il est entre la vie et la mort. C'est en quelque sorte un francocide par accident de voiture. Il serait d'ailleurs intéressant que dans les statistiques que publie l'Observatoire national d'information sur la sécurité routière, on a des données sur l'alcool, sur la vitesse, sur les deux roues, sur les poids lourds. Ce serait peut-être intéressant de s'intéresser aussi à l'âge des conducteurs. À l'âge des conducteurs et à l'origine peut-être des conducteurs. De quel quartier viennent-ils? Vous voulez faire des statistiques ethniques, Jean-Yves? C'est interdit. Ça serait intéressant. C'est un sujet. Mais c'est un je vrai pense sujet. Je pense que c'est un sujet. Voilà. On a l'immatriculation, par exemple. Voilà. Alors vous me direz, c'est de la discrimination géographique? Non, c'est de l'information géographique. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, cliquez sur le pouce en l'air, bien sûr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire aussi pour nous dire si vous avez bien aimé cette émission, si vous aimez la cravate de Jean-Yves, ma tenue. Enfin, vous avez parfois des commentaires un peu farfelus. Vous pouvez également partager. Mais elle est très belle, Jean-Yves, promis. Je suis valsien. Vous savez que Valls, je vous ai vu vérifier. Valls avait toujours des couleurs de cravate et de chemise mauve. Et donc aujourd'hui, je suis valsien. Mais voilà. J'aime beaucoup. Moi, je valide. Bon, alors très bien. Merci, Florian. Tout à fait. En tout cas, vous pouvez également donc partager cette émission naturellement pour la rendre plus populaire et plus accessible à tous. Vous pouvez aussi l'envoyer tout simplement, je ne sais pas, sur vos groupes famille. C'est bientôt Noël. Après tout, il va falloir animer un peu ces dîners familiaux. Peut-être que vous ne pensez pas tous la même chose. N'hésitez pas à réinformer aussi vos proches. Jean-Yves, on ne se quitte pas sans le portrait piquant, naturellement, consacré cette semaine à Laurence Haïm, qui est une journaliste française qui a beaucoup vécu aux États-Unis, qui suit les États-Unis d'assez près, dans un sens très politiquement correct, mais parfois ça reste intéressant. Voilà. Bien écoutez, place à son portrait, et puis quant à nous, on se dit à très vite sur TV Liberté.
Partons virtuellement aux États-Unis avec le portrait de Laurence Haïm, journaliste internationale et conseiller politique. Elle naît en 1966 à Paris, son père est médecin et sa mère écrit des livres pour enfants. Parfois décrite comme de nationalité franco-israélienne, elle le dément formellement le 3 avril 2017 dans un entretien sur Actualité Juive Hebdo. Je cite, « C'est complètement faux. Mon lieu de naissance se situe à Paris. Je suis française et de confession juive. Mon rapport avec le judaïsme est fort et en même temps complexe. J'ai beaucoup travaillé en Israël, mais aussi très souvent dans les conflits aux côtés des Palestiniens. » Fin de citation. Après des études non terminées en sciences politiques, elle se forme au journalisme en autodidacte, au fil de stages qui lui permettent de rencontrer de grands noms du journalisme, et notamment Philippe Labro et Christine Ockrent. Le premier lui offre son premier poste sur RTL, elle devient assistante de la seconde. Elle passe ainsi en 10 ans de stagiaire chez RTL à journaliste internationale accréditée à la Maison-Blanche. Sa carrière se fait à cheval entre la France et les États-Unis. En 1992, après la production de reportages pour l'agence CAPA, elle s'installe à New York où elle devient la correspondante française aux États-Unis de Canal+, puis d'ITélé. Elle sera la seule journaliste française à obtenir 2 interviews de Barack Obama. Elle met un premier pied en politique en couvrant les élections américaines à partir de 2004. Son parti pris en faveur des démocrates est clair. Elle ne parvient d'ailleurs pas à le dissimuler. Lorsqu'elle est prise de sanglots sur Canal+, à l'annonce des résultats favorables à la réélection de George Bush. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'émotions en me disant que George W. Bush va encore devenir président des États-Unis pendant 4 ans. En 2017, c'est la politique française qu'elle s'intéresse. Voyons dans Emmanuel Macron un nouvel Obama, elle devient quelques mois porte-parole de La République En Marche. L'expérience est un échec. Elle se fait placardiser après quelques tweets malencontreux. Parfois un peu rapide à dégainer, elle diffuse volontiers des infox. En mars 2018, elle diffuse une fake news sur le conflit syrien. La journaliste avait diffusé sur son fil Twitter une photo d'un enfant et de bénévoles humanitaires avec en commentaire « Photo de la semaine circulant dans notre monde sur les réseaux, 4 mars, un enfant migrant de 4 ans entre la Syrie et la Jordanie croise une équipe de bénévoles. Il a dans son petit sac les vêtements de sa mère et de sa sœur tuées en Syrie. » Cette analyse de la photographie, diffusée pour la première fois 4 ans plus tôt, en 2014, avait déjà été invalidée par les journalistes du Guardian la même année. Elle fait à nouveau parler d'elle en septembre 2019 avec un tweet erroné annonçant le décès de l'acteur américain Clint Eastwood. Elle prend parfois seulement, quelques fantaisies avec l'orthographe et la grammaire en français, ce qui n'est pas si anormal pour une journaliste devenue peut-être plus américaine que française.